Il fait désormais partie des membres du gouvernement. Lui, c'est le ministre du Développement industriel, des zones économiques spéciales et de la promotion du secteur privé, M. Michel Ndiombo, qui fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui pour parler de son action depuis sa nomination aujourd'hui, exactement 90 jours. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Donc le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, m'a fait l'honneur de me nommer au sein du gouvernement et m'a confié la lourde charge de l'industrie, du développement industriel, qu'il a voulu lier aux zones économiques spéciales. Et l'analyse que je fais de sa vision est qu'il a considéré que les zones économiques spéciales, finalement, ne sont qu'un outil au service du développement industriel. Le développement industriel a un certain nombre d'outils pour permettre aux investisseurs d'investir de façon durable dans notre pays. L'un de ces outils, c'est le dispositif d'accompagnement que constituent les zones économiques spéciales. Parce que les zones économiques spéciales, pour ceux qui ne le savent pas, ce mot est très régulièrement dit sans que tout le monde ne sache exactement qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept. Les zones économiques spéciales sont avant tout des zones industrielles. Donc, ce sont des zones industrielles sur lesquelles on applique un cadre fiscal particulier, fiscal et douanier. On donne un certain nombre d'exonérations pour accompagner des industriels et les mettre au sein de ces zones dans notre pays dans les conditions de compétitivité qu'ils pourraient avoir à l'international. Et les zones économiques spéciales sont aussi un outil pour un pays comme le nôtre, avec une population que certains investisseurs considèrent limitée, un marché de 6 millions d'habitants. Pour certaines natures d'investissement industriel, c'est un petit marché. Et le mécanisme des zones économiques spéciales permet, en venant produire au Congo, de produire au-delà du besoin de notre marché et de pouvoir réexporter. Donc c'est un encouragement à réexporter vers la sous-région et au-delà vers le continent à des coûts de production compétitifs. Donc on met, si on prend l'exemple de Pointe-Noire, on met une industrie à la porte d'entrée de notre pays, on lui permet d'atteindre une économie d'échelle en investissant largement, notre marché étant plus limité, on l'encourage et on l'accompagne pour qu'elle puisse rayonner depuis Pointe-Noire vers la sous-région et l'Afrique. Et le fait qu'avant, nous ayons eu un ministère en charge du développement industriel séparé des zones économiques spéciales faisait qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui... ou plutôt je fais un pas en arrière. Les acteurs industriels n'avaient pas une espèce d'interlocuteur unique au sein du gouvernement. Ils pouvaient finalement parler à l'un des périmètres gouvernementaux ou à l'autre. Si bien qu'on a un certain nombre d'acteurs qui ont investi dans notre pays, c'est des industriels, qui parlaient au ministère de l'Industrie, qui ont bénéficié d'un certain nombre d'exonérations, d'accompagnement à travers la Charte nationale des investissements, qui leur a octroyé une convention d'établissement. Ils ont installé des usines dans des zones qui, des fois, n'étaient pas des zones qui étaient destinées à l'industrie. Donc, ça s'est fait, comme je dis souvent, presque de façon empirique. Et ces acteurs, finalement, en croissant de façon organique, ont grossi, ont atteint des tailles telles qu'aujourd'hui, pour certains, ils exportent en majorité même en RDC. Vous avez des acteurs que j'ai à l'esprit qui produisent 10, 20, 30% de leur production qui la destinent au marché local et qui exportent jusqu'à 70, 80, 90% vers la RDC, par exemple, ou d'autres pays limitrophes. Et ça, typiquement, c'est un mécanisme qui doit être accompagné dans le cadre des S. Parce que les S ont vocation, comme je disais, à permettre et à faciliter l'exportation de façon compétitive. Or, lorsque vous avez un industriel déjà établi, qui a déjà obtenu des exonérations, qui a accès à du foncier, qui a un interlocuteur au sein du gouvernement, qui lui a permis de se développer au sein même de la ville, quand vous lui vendez le mécanisme des S, et hier, c'est un cas très concret, hier j'ai visité la société Induco, qui s'est développée comme je le décris là, finalement Induco nous dit, mais qu'est-ce que j'ai à gagner à aller dans les S? Or, pour nous, pouvoir public, il nous faut avoir une vision cohérente. Demain, une telle société n'aura plus droit à ses exonérations, n'aura plus droit à sa convention d'établissement. Est-ce qu'elle sera toujours compétitive sur la RDC? À ce moment-là, il nous faudra rattraper le coche en allant vers Induco en lui disant on va trouver le moyen de créer une emprise ZES qui inclura
votre industrie. Donc, je pense que c'est cette vision-là qui a guidé ce choix de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, dans la création de ce ministère fusionné. OK. Monsieur le ministre, 90 jours après votre prise de service, quel est l'état de lieu que vous faites du secteur industriel et des zones économiques spéciales au Congo? Écoutez, ce que je peux dire d'emblée, c'est qu'on produit beaucoup plus qu'on ne croit qu'on produit. On a des acteurs qui, de façon très dynamique, ont saisi des opportunités de marché. On a des acteurs qui étaient des commerçants qui se sont transformés en industriels. On a un tissu très varié de PMI, donc de petites et moyennes industries, et qu'il nous faut trouver aujourd'hui le moyen d'accompagner, le moyen de se faire connaître. Par exemple, avec le développement des zones économiques spéciales, nous allons faire un recensement de tout le tissu de petites et moyennes industries. Par exemple, je peux donner un exemple concret, les entreprises qui font des travaux métalliques, nous allons les recenser pour que demain, dans les différents développements des zones économiques spéciales, et en particulier celle de Pointe-Noire sur des projets que j'ai à l'esprit en particulier, nous puissions aller voir les investisseurs en disant « Ne venez pas avec votre panoplie de sous-traitants de prestataires, vous avez ce tissu de prestataires potentiels disponibles au Congo. » Donc, il nous faut faciliter la mise en relation entre prestataires et clients dans la chaîne de valeur industrielle. Le constat fait, après ces quelques jours de tournée, à la fois dans les ES, à la rencontre d'industriels, des visites d'entreprises, des visites de terrain, des discussions, j'ai eu beaucoup d'audiences, j'ai reçu des acteurs économiques dans mon bureau. Certes, je ne découvre pas le sujet. Je suis le président sortant du patronat. Au patronat, les mêmes entreprises qu'aujourd'hui je visite en tant que ministre, je les avais autour de la table en tant que partenaire, en tant que collègue autour de la table du patronat. Mais en revanche, maintenant, la demande ou les attentes sont presque plus importantes parce que on se dit, vous étiez notre avocat, mais aujourd'hui, vous êtes passé de l'autre côté avec la possibilité, avec des leviers qu'on imagine, où vous pouvez agir pour régler un certain nombre de problèmes. Donc hier, on me demandait de porter les sujets auprès de nos partenaires publics. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté de la ligne du dialogue public-privé et c'est moi dont on s'attend que je dois trouver une partie des solutions. Or, l'une des difficultés, c'est que je suis l'un des points d'entrée du secteur privé au gouvernement. Vous avez également, par exemple, le ministre en charge du travail, qui est celui qui parle aux différents partenaires sociaux sur le droit du travail. Vous avez évidemment la ministre des PME également, qui parle à une typologie d'entreprise. Vous avez un certain nombre de ministres qui sont des interfaces avec le secteur privé. Je suis une de ces interfaces de par le fait que je m'occupe aussi des sujets autour du dialogue public-privé à travers cette portion de mon périmètre qui est la promotion du secteur privé. Et donc, il y a des attentes à la fois par rapport à ma hiérarchie qui a bien voulu me faire l'honneur de me désigner pour que je puisse mettre en œuvre ou trouver le moyen d'articuler ce que je voulais défendre ou les sujets que je portais. Du côté de ceux qui me demandaient de porter ces sujets, il y a des attentes pour que ces sujets avancent. Vous voyez, donc je suis un peu entre les deux avec ces attentes et cet impératif de réussite ou de faire bouger les lignes. Alors, justement, d'aucuns se demandent, monsieur le ministre, depuis qu'il a été nommé, il est sur le terrain des descentes. On se demande quel est le but de ces descentes. Les 3 urgences, et lesquelles ont été déjà traitées dès que vous avez pris votre service en tant que ministre du développement industriel, des zones économiques spéciales et de la promotion du secteur privé. Écoutez, c'est très naturel pour un ministre entrant de découvrir son périmètre. Mon périmètre est bien évidemment administratif, donc il me faut rencontrer mes équipes, connaître mes directeurs généraux, mes directions générales, les différents démembrements de l'administration, ce qui a été fait dans les premiers jours. Et ensuite, de par cette composante que j'évoquais on va dire presque d'interlocuteurs privilégiés du secteur privé, il me faut être au contact du secteur privé, il me faut connaître ce périmètre sous tutelle, il me faut connaître les acteurs et les opportunités, les défis, les difficultés auxquels ils font face. Donc, et ça, c'est que par des visites de terrain qu'on touche concrètement les problèmes du doigt. Au-delà de ça, parce que tout à l'heure, je disais que les problèmes, je les connaissais déjà suffisamment. Au-delà de ça, le fait de faire des visites de terrain, c'est aussi, ce que vous remarquerez sur les images, que je suis toujours très accompagné. Tout mon cabinet se mobilise, toutes les directions générales, donc on fait des visites, des fois on atteint plusieurs dizaines de personnes, la cinquantaine, voire la centaine de collaborateurs que j'emmène dans ces visites. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque un fonctionnaire traite un dossier, des fois ça peut paraître comme étant un dossier anonyme. On reçoit un courrier, on reçoit une demande, elle suit le circuit administratif standard, des fois ce circuit peut être lent.
c'est important aussi que les fonctionnaires réalisent que ce dossier correspond à une entreprise qui a une façon de faire les choses qui peut être durable, il y a des emplois derrière, il y a des enjeux économiques, il y a des attentes, et aller voir ce que font ces entreprises qui nous font des demandes, qui nous interpellent, qui nous rencontrent, c'est primordial pour mes collaborateurs. C'est grâce à ça que moi, en tant que chef d'équipe, au sein de mon ministère, je peux entraîner mon équipe vers l'action, vers une action plus dynamique. On parle d'accélération de la marche. Pour accélérer la marche, il faut marcher. Donc, j'emmène mes collaborateurs à travers ces visites. Je les fais marcher à travers les usines. Voilà, c'est une image pour simplement faire une analogie. Mais être sur le terrain, c'est ce qui nous permet de réaliser concrètement ce qu'il faut qu'on fasse pour les acteurs. Je vais donner un exemple concret. Puisque je dis que je connaissais déjà les problématiques, finalement, pourquoi je vais sur le terrain pour aller découvrir ces mêmes problématiques? Se pose cette question. Hier, Hier, vous étiez le président d'une grande organisation patronale, voilà. Voilà, mais à force de parler à l'écosystème, je réalise que le privé ne doit pas tout attendre de l'État et il y a des synergies au sein du secteur privé qu'on peut créer. Et de par ma position centrale, en recevant et en parlant à différents acteurs, je me rends compte qu'il y a des défauts de dialogue privé-privé. On se plaint, et je n'étais pas le dernier à me plaindre de quelques défauts du dialogue public-privé, mais il y a aussi des défauts de dialogue privé-privé. Deux exemples concrets. Le premier, je reçois une société qui fabrique les capsules métalliques qu'on met sur les bouteilles en verre. Par exemple, le Coca-Cola, la bouteille en verre que produit Brasco, la capsule métallique est dessus. Il y a une société basée à Pointe-Noire qui s'appelle Congo Cap, qui produit pour Brasco. Cette société n'a pas réussi à établir avec beaucoup d'autres clients une relation et se plaint qu'ils ont investi, que leur capacité de production est supérieure au seul marché qu'ils obtiennent auprès de Brasco. Et je m'interroge, si leurs prix sont compétitifs, si la qualité est au rendez-vous, s'ils sont capables de fournir dans les volumes requis par l'ensemble du marché, pourquoi au Congo importe-t-on encore des capsules métalliques? Et donc j'ai entrepris, j'ai demandé à ce que viennent d'autres acteurs qui peuvent avoir besoin de ces capsules métalliques pour qu'ils viennent se tenir au courant du fait que cette société est en capacité de les livrer. Et je les challenge en disant, j'aimerais comprendre pourquoi, si cette société répond à toutes vos attentes, vous n'achetez pas chez eux. Donc, il faut penser à arrêter vos importations pour acheter dans cette société. Ça permet de limiter les sorties de devises, ça soulage la balance des changes, ça permet de développer une activité économique avec un investisseur qui a, de façon très volontariste, fait un investissement pour une industrie et finalement, c'est positif pour tout l'écosystème. Et ça, c'est que... Comment comptez-vous faire, monsieur le ministre, excusez-moi, pour qu'il y ait une cohésion, que les entreprises puissent travailler en synergie, les entreprises locales. Je vous donne un exemple concret. Je veux dire, c'est à travers le dialogue, c'est à travers la diffusion d'informations. Je veux dire, on ne va pas créer des processus, on ne va pas créer des comités nationaux de réflexion sur comment les entreprises doivent fonctionner ensemble. C'est à travers les visites. Donc, vous me posez la question, vous visitez pourquoi? Je vous réponds. Ces visites me donnent des idées, je suggère des choses à des entreprises que je mets autour de la table pour qu'elles se parlent et on leur demande de prendre leurs responsabilités aussi. Hier, j'ai visité une société industrielle qui se plaint des problèmes d'énergie. Dans le reportage même, à un moment, le patron, c'est une société durable, qui emploie beaucoup de monde, qui a fait des choses admirables dans l'industrie, et ils se plaignent que, je pense, au mois de mai, 68% du temps, ils ont été sur groupe électrogène, avec l'impact sur la détérioration des machines, la baisse de production. Aujourd'hui, ils ne produisent qu'à 50% de leur potentiel. Ils couvrent certes 100% du marché congolais, mais ils pourraient aller beaucoup plus loin en exportant. Or, ils sont limités dans leur capacité de production. Je sais, de par une discussion que j'ai eue avec une société de la place, cette société serait en capacité de développer une solution solaire. La société que j'ai visitée hier a 30 000 mètres carrés, l'équivalent de 3 hectares, de toiture de hangar. Sur 1 hectare, en mettant des panneaux solaires, on peut produire 1 mégawatt. Sur 30 000 mètres carrés, donc 3 hectares, ils peuvent produire 3 mégawatts. Mais vous savez, leur besoin est de 2 mégawatts et quelques. Ça veut dire qu'avec du solaire, si toute leur toiture était pleine, ils n'attendraient plus rien de l'État. Ils pourraient même être autonomes au niveau de l'énergie. Et cet acteur me dit tout de suite, oui, mais monsieur le ministre, vous comprenez, vu l'étendue de mes investissements, je ne peux pas encore aller investir dans le solaire. Moi, j'ai besoin que l'État m'accompagne. Je dis, vous savez, des fois, les solutions peuvent venir du privé. Je connais une société que je leur ai recommandée, qu'ils connaissent d'ailleurs simplement, ils n'étaient pas au courant que cette société pouvait faire ça, qui parle avec des banques, qui sont prêtes à financer l'investissement, et cette société signe avec vous un contrat d'achat d'électricité. Donc, il vous installe les panneaux solaires, il les préfinance, et tous les mois, comme vous payez aujourd'hui votre facture à l'AECAREC, vous payez à cet investisseur, puisque finalement, il aura investi pour vous, et vous avez une énergie permanente
3 mégawatts, donc au-dessus même de votre besoin. Et ils étaient étonnés de le découvrir. C'est à ça que servent les visites. Et puis, des fois, on veut mettre des gros processus, des gros concepts pour dire comment vous allez faire pour faire avancer ci et ça. Des fois, les simples échanges d'idées permettent de débloquer des situations. Et donc, j'ai demandé à cette société qui est en capacité de développer cette solution solaire de venir me voir, que je m'assure dorénavant que chaque fois qu'on est face à un industriel qui, dans son implantation, soit à travers des toitures, soit à travers du terrain suffisamment disponible, qui peut accueillir du solaire. Et dans le premier problème, c'est l'énergie, qu'on fasse venir une société de ce type, pas que elle, mais qu'elle déjà fasse l'effort de se joindre à moi dans ses visites pour aller faire des propositions, mais qu'on trouve aussi d'autres sociétés. Donc, ces visites de terrain avec cette société donneront l'idée à d'autres sociétés concurrentes de venir aussi et qu'on lance des appels d'offres pour que maintenant, la plupart des sociétés industrielles, malheureusement, ça sera la petite industrie. L'industrie lourde a besoin des fois de dizaines de mégawatts, mais toute la petite industrie, celle qui n'a pas besoin de plus de 5 mégawatts d'électricité, par exemple, trouve sa solution autonome. Monsieur le ministre Michel Nzombo, qu'en est-il de la mise en œuvre des zones économiques spéciales de Pointe-Noire, Olombo, Oyo et Ouessou? Les zones économiques spéciales sont en gestation depuis une quinzaine d'années. Il y a eu plusieurs approches plutôt, je dirais ça comme ça. La première a été, sur les conseils de la Banque mondiale, de créer une agence de promotion et de développement des zones économiques spéciales. C'est-à-dire que l'État s'était donné pour mission à travers cette agence de créer des zones économiques spéciales, les construire, les aménager et trouver des investisseurs qui viendraient prendre des usines, développer des usines et donc conduire leurs activités dans ces S. Très rapidement, on a vu les limites de cette approche en 2013-14 quand la capacité de financement, d'investissement de l'État a été érodée par la baisse du prix du baril. L'État ne pouvait plus faire. Et c'est là qu'on a commencé à chercher des investisseurs comme Eurise par exemple et plus récemment Macefield Ventures à Maluku pour suppléer finalement au manquement auquel on faisait face pour qu'eux développent. Et donc, c'est ce que nous constatons depuis quelques années avec des travaux qui se font à Pointe-Noire et la remise en état de Maluku. Or, Pointe-Noire n'a pas de route. La zone économique spéciale de Pointe-Noire n'a pas de route qui y mène. Pour les habitants de Pointe-Noire, ils connaissent la pointe indienne, c'est une piste. Vous nous avez vus accompagner le Premier ministre, le Vice-Premier ministre à Maluku pour aller marquer le lancement de la première exportation de produits à la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Donc ça avance. Malgré les limitations d'infrastructure, les investisseurs y croient et y vont, mais l'absence de route a quel impact? Malgré qu'on peut tout de même travailler, il y a une piste qui donne accès à la zone économique spéciale, on ne va jamais produire des choses qui ont une grande valeur ajoutée. On ne va jamais produire des produits électroniques, des produits fragiles, des produits à haute valeur ajoutée, des produits chers, parce que c'est toujours des produits qui sont plus fragiles. On va rester sur la première transformation, sur du contreplaqué, sur de la métallurgie, sur des choses pas très chères. Tant qu'on n'a pas suffisamment d'énergie, qu'on n'a pas la route qui mène jusqu'à l'entrée de la zone économique spéciale. Donc, on ne peut pas reprocher aux acteurs industriels de ne pas avoir fait leur part s'il nous manquait ce dernier maillon. Et là, les choses sont en cours, et c'est la raison d'ailleurs de la volonté du vice-premier ministre d'être aux côtés du Premier ministre pour toucher du doigt les problématiques. Il connaît les problématiques, bien évidemment, mais venir aussi visiter la zone économique spéciale, c'est envoyer un signal à ces acteurs en disant « Nous sommes conscients du besoin en infrastructure et nous y travaillons. » Et dans les mois à venir, je sais que les infrastructures nous permettront de lancer enfin toute la panoplie d'investissements qui peuvent se faire à la zone économique spéciale de Pointe-Noire. La zone économique spéciale de Maluku, je pense que vous l'avez suivi très régulièrement à la télé, n'avait pas de connexion électrique. Comment on pouvait lancer une usine sans électricité? C'était un vrai challenge. Mais en même temps, quand on se met à la place des pouvoirs publics, la population non plus n'a pas d'électricité. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Privilégier la zone économique spéciale de Maluku, donner l'électricité à Brazzaville. Donc, il y a toujours on va dire, ce tiraillement entre l'un et l'autre. La solution a été trouvée. Oui. Maluku, il y a 2 semaines, et vous avez vu la visite qu'on a réalisée avec, donc j'ai accompagné le vice-premier ministre avec le président de la BADEA pendant les assemblées de la BAD. La BADEA a financé la connexion à l'électricité de la zone économique spéciale de Maluku et a financé l'adduction d'eau. Donc, dans les mois à venir, ça aussi, il faut que je le précise, il n'y avait pas d'eau à Maluku. Sachez qu'à Maluku, l'État avait prévu une usine de peinture. La peinture, c'est liquide. Ça nécessite de l'eau. Mais il n'y a pas d'eau dans l'usine. Vous voyez qu'il y avait là une incohérence. L'État en était conscient. Donc, le premier constructeur de cette zone industrielle avait fait des tentatives de forage. Mais Maluku est assez haut, c'est pas très connu, mais ils sont environ à 700 mètres d'altitude. C'est assez haut, donc c'est compliqué d'obtenir de l'eau par forage. Et donc, il fallait faire de la captation des eaux d'une rivière ou du fleuve. Et ça demande des investissements de plusieurs milliards qu'il était difficile de faire porter à un développeur de zone industrielle. Donc, l'État a fait.
C'est chose faite pour l'énergie. On est raccordé. Maintenant, l'adduction d'eau, les travaux devraient finir au premier trimestre de l'année prochaine. On a visité les travaux, on les suit. Mes équipes sont en contact avec les équipes de Arab Contractor, qui est le constructeur de cette ligne de captation d'eau. On va s'assurer que l'eau soit disponible à Maluku et on n'aura plus aucune excuse. Les acteurs économiques n'auront plus aucune excuse pour que Maluku ne démarre pas. Donc, nous sommes très confiants que dans les 12 mois, on va voir les avancées dans ces deux zones économiques spéciales maintenant que les conditions sont créées. Je vais finir sur les zones économiques spéciales en disant que il y a deux approches dans les zones économiques spéciales. Il y a 4 zones économiques spéciales. Il y a Pointe-Noire, il y a Maluku, il y a Oyo-Olombo et il y a Ouesso. Pointe-Noire et Maluku ont une approche où il y a un développeur, c'est-à-dire que quelqu'un qui acquiert avec l'accompagnement de l'État du foncier, qui construit. Donc, l'État emmène les infrastructures jusqu'à la porte. Le développeur construit les infrastructures, les routes, les hangars. Il peut aussi mettre à disposition des terrains nus pour les industriels qui ont des besoins particuliers où ils veulent eux-mêmes construire. Sinon, il construit le hangar et, un peu comme un bailleur immobilier, vous venez louer des hangars et vous développer. En fait, vous venez de trouver presque des installations clés en main. Vous ramenez que vos machines spécifiques. Les démembrements de l'administration sont présents sur le site à travers un guichet unique et puis vous lancez vos activités. Presque, vous venez comme avec vos bagages seraient finalement les machines et vous lancez vos activités. Vous avez donc cette facilitation. Maluku, c'est la même chose. Oyo, Olombo et Ouesso, c'est une autre approche. Il y a des industriels qui sont déjà dans ces bassins. On peut parler de Ouesso par exemple. On a CIB et IFO qui sont dans l'emprise de la zone économique spéciale. L'État pousse depuis une vingtaine d'années à beaucoup plus de transformation les acteurs de la filière bois. On leur dit, vous ne pouvez pas faire de la grume, vous ne pouvez pas faire que du sciage, il faut aller le plus loin possible dans les meubles, les maisons, les portes, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut faire avec le bois. Or, c'est comme de demander à un pétrolier d'aller jusqu'à la fabrication de bougies. Vous savez, les bougies, c'est des hydrocarbures, c'est issu d'hydrocarbures. Le pétrolier, il extrait le pétrole. Il aimerait bien, mais des fois il le fait, mais il aimerait bien qu'un autre fasse la raffinerie, qu'un autre acteur fasse la distribution, fasse le transport, produise des plastiques, donc fasse toute la pétrochimie. On ne peut pas demander aux pétroliers de tout faire. Pourquoi on va demander aux forestiers de tout faire? Donc on a pris le parti à Ouesso de donner 2 conventions ZES à 2 forestiers, IFO et CIB, donc mes prédécesseurs leur ont accordé cette facilité, et on les a engagés de faire venir des usines en complément à ce qu'ils font. Par exemple, la société IFO a un client en Allemagne qui fait de la transformation de bois. Ce client va venir ouvrir une usine à Ouesso pour acheter de la grume ou du sciage et faire cette transformation qu'ils font en Allemagne pour venir la faire au Congo. Vous voyez, donc ça, c'est une autre approche. L'avantage aussi de se placer là-bas, c'est qu'à Ouesso, il y a de l'électricité grâce au barrage de l'Iweso. Donc là, on n'aura pas ces problèmes d'infrastructure, ça va nous permettre d'aller plus vite. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais visiter IFO pour qu'ils puissent me présenter ce plan de développement pour m'assurer que ce ne soit pas que des paroles en l'air et que très vite ça avance. Enfin, la zone économique spéciale de Oyo-Olombo, c'est une zone économique spéciale dont l'un des principaux usages, c'est l'agriculture, la forêt également, et à d'autres destinations. Et on a un acteur, la société Aforest, qui, dans l'emprise de cette zone économique spéciale, a 10 000 hectares de terre qu'ils vont planter. Ils vont avoir donc des forêts qu'ils vont transformer à terme en pâte à papier. Donc, il y a une usine de pâte à papier qui va être créée dans l'emprise de cette zone économique spéciale. Nous allons également aller la visiter dans 2 semaines. On va aller voir leur pépinière Ango, puis leur terre, et on va voir la future emprise de cette usine. Et donc là, c'est encore un peu ce schéma-là. C'est un industriel qui, lui, n'est pas dans l'exploitation de forêts primaires, mais qui est dans la plantation, la forestation, les projets donc, de séquestration carbone et autres. Et lui, il va aller jusqu'à l'industrie en faisant la pâte à papier. Peut-être également qu'il trouvera un investisseur tiers qui fera cette usine de pâte à papier. Et ça avance. Maintenant, ça, pour le grand public, c'est moins visible parce que c'est à l'intérieur du pays, c'est dans des zones plus enclavées, plus reculées. C'est des acteurs qui existent déjà simplement, qui développent leur activité, donc on confond leur activité avec ce qu'ils font dans le cadre des S. Mais on va essayer de vulgariser un peu mieux l'approche de ces 2 S pour que les gens comprennent aussi que ces S avance également. Monsieur le ministre, concrètement, que direz-vous aux Congolais qui vont suivre cette émission? La mise en œuvre des 2 zones, par exemple, du Pointe-Noire et Brazzaville, c'est pour quand? L'année prochaine, dans 2 ans? Non, c'est maintenant. Si on parle de Pointe-Noire, par exemple, oui. La semaine dernière, ou plutôt il y a 2 semaines, on a lancé la première exportation de contreplaqué qui est sortie de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. On peut se demander, mais le contreplaqué, on en produit déjà au Congo. Là, c'est des contreplaqués particuliers, c'est des contreplaqués plus épais, qui demain, c'est des panneaux en fait, c'est des panneaux très très épais qui changent de ces contreplaqués plus fins.
Ils sont en train d'investir dans les machines qui sont en cours d'approvisionnement, qui vont permettre de faire des portes. Demain, on aura des portes industrielles qui nous coûteront moins de 50 000 francs CFA. Vous avez aujourd'hui de l'artisanat. L'objectif n'est pas de tuer l'artisanat. Peut-être qu'il nous faut réfléchir avec le ministère de l'économie forestière, le ministère des PME et de l'artisanat, à professionnaliser les artisans pour qu'ils se spécialisent presque dans des portes de qualité, presque des objets on va dire des objets de plus grande finesse. Mais le gros volume des portes dans ce pays, vous avez à l'intérieur de vos maisons des portes un peu plus légères, des fois faites avec un bois pas noble, du bois blanc, des portes très légères de mauvaise qualité. On va fournir des portes de très haute qualité produites industriellement à la zone économique spéciale de Maluku. Mais là, on parle des mois prochains. On n'invente rien. Les panneaux qui sont la matière première de ces portes sont déjà là. Il faut maintenant les machines pour faire les rainures, pour faire les perçages, etc. C'est quelque chose de très simple. Et ça peut être fait dès demain à Maluku, dès que les machines arrivent. Donc ça, c'est du concret. Donc on fait pas d'annonce, mais on peut promettre que les choses vont bouger. On pourra se revoir dans 1 an et faire le bilan et dire, vous nous disiez que c'était à 2 doigts de démarrer, où en sommes-nous aujourd'hui? Et je vous annoncerai tout ce qui sera fait à ce moment-là. On reviendra vers vous pour en parler de la mise en œuvre des zones économiques spéciales, dont l'opérationnalisation va concourir à la création des emplois des jeunes. Écoutez, je suis très attendu par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, notre président, qui a vraiment de grandes attentes sur les aises et le potentiel de développement de notre industrie, sur le potentiel de diversification économique de notre économie. Le président est celui réellement qui a eu la vision derrière le développement des aises. Et je pense qu'il faut qu'on réponde à cette vision avec du concret. Et il attend de moi du concret et rien d'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire, répondre concrètement aux attentes. Et je vais m'atteler à répondre à cette attente que notre président de la République a placée, cet honneur qu'il a placé en moi en me nommant à la tête de ce ministère. Merci, monsieur le ministre. 90 jours après la prise de service dans ce ministère du développement industriel, des zones économiques spéciales et de la promotion du secteur privé. Alors, pouvez-vous faire le bilan? Plutôt que faire le bilan, je vais peut-être parler d'une mesure que j'ai annoncée tout de suite à mon entrée en fonction. J'ai annoncé la digitalisation des processus de mon ministère. Et c'est dans la droite ligne de la volonté de notre chef de l'État de digitalisation des services de l'État, de déploiement réellement de la e-gouvernance pour faciliter le fonctionnement de notre administration et la rendre plus efficace. Mais ce site Internet aura un espace où les demandeurs d'agrément, donc ça c'est la deuxième phase qui sera lancée avant le 15 août, les demandeurs d'agrément pourront se connecter, déposer leurs différents documents constitutifs du dossier d'agrément industriel. Ils pourront suivre, est-ce que ça se situe à la Direction générale du développement industriel, est-ce que c'est au cabinet, est-ce que c'est en attente de signature, est-ce que ça a été signé? Dès que c'est signé, dans ce même portail, ils recevront leur agrément. En parallèle de ça, le processus papier continuera. En parallèle, on aura des dépôts papier. Pour ceux qui préfèrent toujours la démarche papier, on aura cette possibilité dans une première phase avant de totalement dématérialiser. Cette dématérialisation, nous la pensons aussi dans une deuxième phase en lien avec toutes les actions de dématérialisation qui se feront au gouvernement. Donc, on parle avec le ministère des Télécoms pour nous assurer que nous sommes bien en phase avec ce qui se fait en parallèle. Voilà, donc ce que je pourrais très fièrement annoncer, c'est que dans les jours qui viennent, plus aucune demande faite au ministère du Développement industriel et des zones économiques spéciales n'aura besoin d'être faite en version papier. On aura une visibilité claire sur l'avancement de sa demande. Déjà, même dans les processus papier, je suis assez fier d'une chose. Aucun parapheur ne passe 24 heures dans mon bureau. Lorsque mon équipe a analysé, validé la qualité d'une demande et que finalement, il suffit de poser l'acte administratif, de signer un document, je ne fais pas attendre plus de 24 heures un administré et il obtient son document en temps et en heure. Ça déjà, je pense que c'est quelque chose dont je peux être fier pour ces 90 premiers jours. Alors, monsieur le ministre, l'initiative Forum Vox-Eco, VoxMag, organise chaque année ou voilà, depuis un certain temps des éditions sur le forum sur l'économie où on réunit les acteurs économiques pour tabler, pour proposer des pistes de solutions. Alors la 4e édition du forum Vox-Eco va se tenir à Pointe-Nord le 25 juin. Alors un mot par rapport à ce grand rendez-vous économique national. Le forum Vox-Eco qui se tient très régulièrement répond
à ces différents critères. C'est très concret, c'est des acteurs économiques qui font des choses sur le terrain, ils viennent partager leur expérience, ils viennent se connecter avec ceux qui viennent assister aux différents éléments, aux différents panels, et ça, c'est très positif. Donc j'encourage les gens, bien évidemment, à participer à cet événement de façon très active, comme moi-même je l'ai fait. Je crois que j'ai déjà participé à 2 éditions sur les 4. Et la 4e édition, vous serez peut-être parmi les acteurs qui vont parler. Je suis invité, en effet. Ah, d'accord, ok, merci. C'est par ces mots du ministre Michel Ndiombo, ministre du Développement industriel, des zones économiques spéciales et de la promotion du secteur privé que nous mettons fin à notre entretien de ce soir. Merci et à la prochaine occasion.